آثار ما قبل التاريخ، ما احنا عندنا كذا أثر ما قبل التاريخ. يعني ايه اللي الإدارة بتعمله؟ ما احنا عندنا آثار بترجع للعصور الأولى والعصور الوسطى وعدة أسر وكلها ما قبل التاريخ. يعني أنا أو ما قبل الميلاد، مش مقصود ما قبل التاريخ هو ما قبل الميلاد. لا ما قبل التاريخ. هقول لحضرتك أرجوك. احنا عندنا علماء الآثار في العالم أرخوا التاريخ المصري الفرعوني إلى 30 أسرة. كويس. تبدأ من 3050 قبل الميلاد لغاية سنة 30 قبل الميلاد. كويس. دول اللي احنا بنعتبرهم التاريخ الفرعوني. كويس. وبنضيف عليهم ال 2000 سنة ميلادي، ادي 5000 سنة. تمام. بنضيف عليهم 2000 سنة أركايك بيريود أو العصر العتيق، دول اللي احنا دايما بنتغنى ونقول حضارة مصر 7000 سنة. المفاجأة، أيوه، حضارة مصر مش 7000 سنة. احنا عندنا آثار في مصر بترجع ل 150,000 سنة، وعندنا مواقع في مصر بترجع ل 500,000 سنة. وأنا شفت حضرتك اتخضيتي ازاي؟ Bonjour tout le monde, comme nous le faisons temporairement sur cette chaîne. Donc nous allons continuer notre série de vidéos sur l'histoire de l'Afrique, mais l'histoire du Sénégal aussi, en commençant d'abord par l'Égypte. Nous avions déjà parlé sur la première partie beaucoup de choses, notamment concernant l'Afrique comme berceau de l'humanité, notamment les récentes découvertes qui ont été faites ces 20 dernières années, qui confirment l'Afrique comme étant la matrice de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce lancé aussi en insérant d'autres sources. Mais nous allons d'abord commencer par cet article qui a fait un peu de résumé sur ce que nous voulions dire de manière brève. Donc, comme vous le voyez, cet article intitulé L'Afrique, berceau de la civilisation. Alors, pour ne pas tomber sur ce que les gens disent la plupart sur les questions d'afrocentristes, donc nous allons faire avec prudence sur ce document. Mais ça ne nous empêchera pas de dire la vérité et ce que la science a démontré. Donc, qu'est-ce que l'article a dit concernant l'Afrique comme étant le berceau des civilisations? Avançons un peu. D'abord, précisons que l'article a donné beaucoup de témoignages, beaucoup aussi de preuves archéologiques. Donc, il commence ici par dire que les plus anciens signes de comportement élaborés de l'homme moderne viennent d'Afrique. Le professeur W. Cotton Marian et son équipe ont découvert en 2007 dans une série de grottes préhistoriques du sud de Pinnacle Point, près de Mossel Bay, en Afrique du Sud. Donc, cette découverte a été faite en Afrique du Sud, c'est-à-dire des coquillages et d'autres artefacts remontant de moins 164 000 à moins 174 000 ans. Donc, 164 000 à 174 000 avant Jésus-Christ. Et il dit ici, selon les études faites sur la base des découvertes, les hommes de Pinnacle Point faisaient déjà la pêche à cette époque. Ils ramassaient leurs coquillages sur le littoral à environ 5 ou 10 km de la grotte pour revenir les consommer à l'intérieur. Quant aux 57 hématites recueillies dans la grotte, certaines d'entre elles étaient vraisemblablement utilisées pour se peindre le corps, ce qui confirme le niveau d'évolution de ces femmes et hommes modernes. Ils faisaient déjà des formes de maquillage esthétique. Donc, il explique ici que ils ont découvert en 2007, c'est-à-dire les chercheurs, en Afrique du Sud, des hommes qu'ils appellent Pinnacle Point, et ils ont confirmé que ces hommes faisaient déjà la pêche. Ils pêchaient
Et il a donné ici la date moins 164 000 avant Jésus-Christ. Donc cela démontre que l'Afrique maîtrisait déjà des outils comme des grottes, comme aussi des coquillages, mais aussi l'eau dans laquelle il pêchait. Il utilisait aussi des maquillages, c'est-à-dire des outils esthétiques qui démontrent que l'Afrique avait déjà pratiqué l'art, l'esthétique bien avant des siècles qu'on connaît l'art et l'esthétique. Il continue ici les ruines des plus anciennes traces de villes construites par l'humanité, par l'humain moderne, se situent à Mpumalanga, en Afrique du Sud actuelle. Les ruines ressemblent beaucoup au style architectural qu'on retrouve plus tard à Grand Zimbabwe. Elles sont datées d'environ 150 000 à 200 000 ans. Il ajoute ici l'astronome Bill Hollenbach situe l'âge du site à 150 000 ans avant Jésus-Christ. Hein et M. Tellinger estime que le site date au minimum de 75 000 ans. Toutes ces datations basées sur l'érosion de la pierre nécessitent encore confirmation. Et vous avez vu ici l'exemple de ruine ancienne est effondrée par le jeu du temps qu'on retrouve sur le site de Mpumalanga. Il continue ici. Ces informations montreraient que les Africains vivaient déjà dans les villes depuis des millénaires, qui avaient déjà mis en place l'architecture en pierre et travaillaient déjà la pierre. Donc c'est ça son commentaire sur cette découverte. Toujours sur une des parois du site de Mpumalanga se situe la plus ancienne représentation de la Koa An. Donc tout le monde pensait que la Koa An vient d'Égypte. Et pourtant, cette Koa existait bien avant l'Égypte, en Afrique du Sud. Et du symbole solaire attesté dans l'histoire. Or, ces symboles sont des symboles de la spiritualité qu'on retrouvera plusieurs millénaires plus tard dans la vallée du Nil et la célèbre civilisation égyptienne. La spiritualité était donc déjà connue par les Africains depuis ces époques. Vous voyez la Koa en question. Comme vous le voyez ici. Donc, certains chercheurs évoquent aussi la présence sur ce site de pierres mégalithiques, levées et orientées par rapport au mouvement des astres, équivalent déjà à la possibilité de l'existence d'un calendrier astronomique sur le site, calendrier que ces chercheurs appellent calendrier d'Adam, en raison de son ancienneté. Donc tout cela démontre que l'Afrique avait bien une grande civilisation. Je ne dirais pas même avant les Occidentaux, mais bien avant même l'Égypte, que tout le monde voulait s'accaparer au début du XXe siècle. Et pourtant, l'Égypte est bel et bien une civilisation africaine qui est le prolongement de la civilisation des Grands Lacs. Il dit ici les recherches situent les débuts de l'art pariétal en Afrique, plus précisément avec la découverte sur le site de Bolombo en Afrique du Sud des premiers vestiges, outils, des premières peintures rupestres et des dessins divers dans les grottes ou sur les pierres. Ainsi, les plus anciennes colorants fabriqués par l'homme pour réaliser des peintures rupestres et l'art pariétal ont été trouvés dans cette grotte de Bolombos et sont datés à 100 000 ans. Des graphismes et des dessins constitués de formes géométriques, triangles, etc. ont été aussi trouvés dans la grotte de Bolombos et sont les plus vieux connus dans l'histoire de l'humanité. Donc, ces os ont âgé beaucoup plus d'autres os qu'on voit depuis l'humanité, depuis les découvertes, depuis l'archéologie.
ils sont datés d'environ 75 000 ans avant l'ère actuelle. Donc, bien avant la grotte de Chauvet. En France, par exemple, des découvertes similaires ont été faites à la grotte du Porte-Épic en Éthiopie. Oui, concernant les mathématiques et les géométriques, regardons ce qu'il a dit ici. L'Afrique est aussi considérée comme le berceau des mathématiques. L'os de Logombo, découvert entre l'Afrique du Sud et Eswatini, actuel Swaziland, en est la preuve. L'os de Lemombo est daté d'environ 37 000 ans avant l'ère actuelle, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Selon les scientifiques, il pourrait s'agir d'un calendrier lunaire spécifiant le nombre de jours d'une lunaison similaire dans son principe aux encoches calendaires utilisées aujourd'hui encore par les centres de Namibie. C'est la première trace visible de l'émergence de calculs mathématiques dans l'histoire de l'humanité, comme en témoigne le chercheur Richard Mankiewicz dans son livre L'histoire des mathématiques, Paris, série 2001, page 10. Il dit: les plus anciens témoignages de calcul numérique a été exhumé au Swaziland en Afrique australe. Il date d'environ 35 000 ans avant Jésus-Christ et consiste à un erroné de babouille portant 29 encoches nettement visibles. Il continue ici. Voici l'os de Lumumba en question. C'est ce que vous voyez là. Là, il continue ici. La découverte d'un os appelé os d'Ishango au bâton d'Ishango par l'archéologue belge Jean de Enzeling de Brocourt a confirmé de façon certaine l'Afrique comme berceau des mathématiques. Cet archéologue a découvert cet os long de 10,2 cm en 1950 au bord du lac Edouard Uluta Zingue, dans la région d'Ishango en République démocratique du Congo actuelle, près de l'Ouganda. Donc vous voyez l'os d'Ishango. Donc comme vous le voyez, c'est des outils mathématiques et l'os de Lumumba aussi. Il dit ici, cet os présente des entailles et des signes faits volontairement par les hommes. Le positionnement des entailles a permis aux scientifiques d'identifier là encore les premiers signes de calcul, donc de réflexion mathématique dans l'histoire de l'humanité. L'os d'Ishango est daté d'environ 25 000 ans avant l'ère actuelle. Donc 25 000 ans, et on parle d'Égypte prédynastique, 5 000 ans seulement avant Jésus-Christ. Ça, c'était 25 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, avec cela, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé avec les Homo erectus et les découvertes qui ont été faites, comme la vidéo de Zahi Hawass, qui parlait des découvertes d'Égypte qui datent de plus de 500 000 ans. Il y avait aussi des hommes, l'homme de Néandertal, ou bien l'Homo sapiens, que beaucoup parlent de 300 000 ans, mais qui datent parfois plus. Nous avions aussi vu le petit doigt qui a été découverte toujours en Afrique pastorale. Donc, l'âge de la pierre taillée débute l'industrie microlithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, débute en Afrique du Sud vers 50 000 ans avant JC en Europe occidentale. Les plus vieilles industries microlithiques ne vont pas au-delà des 10 000 ans. C'est ce que confirme le professeur Denis Valiou, Institut de paléontologie humaine de Paris, dans le journal Le Monde du 16 janvier 2002. Et tout cela, c'est avant l'arrivée des blancs. J'ai expliqué brièvement que les blancs sont apparus seulement à partir, certes pour certains 10 000 ans, pour certains 9 000 ans, pour certains même 7 000 ans, 6 000 ans. De toutes les façons, ça ne va pas plus de 10 000 ans. C'est à partir de moins 10 000 ans jusqu'en bas. Donc, que cela soit clair. Et avant les blancs, il n'existait que des noirs
disons, pour faire simple. Et tout cela a été découvert en Afrique. Et on n'a pas vu des Blancs en Afrique, sauf avant l'ère de la traite négrière et de la colonisation. Bref, tout cela, ce sont des preuves archéologiques que l'auteur mobilise pour démontrer l'ancienneté et la sophistication des cultures africaines avant même l'Égypte ancienne. L'article défend aussi l'idée que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi celui de la civilisation. Il s'appuie sur plusieurs découvertes archéologiques majeures. Il a parlé perles de coquillages qui datent, comme nous l'avons vu, 160 000 à 174 000 en Afrique du Sud, attestant de pratiques symboliques précoces. Il a parlé aussi de l'os de l'Omombo qui date de moins 35 000 ans et de l'os d'Ishango qui date de moins 25 000. Pour la plupart, c'est 20 000. Ça aussi, c'est important à préciser, c'est 20 000, montrant des prémices de mathématiques en Afrique. Nous avons aussi vu le symbole similaire à un précédent ceux d'Égypte, suggérant une origine subsaharienne de certains concepts spirituels. Et nous avons aussi vu les ruines dans la localité du Grand Zimbabwe, que certains auteurs datent de 150 000 à 200 000 ans. C'est une hypothèse qui mérite d'être clarifiée parce que le Grand Zimbabwe, le nom même, est apparu seulement à partir du 15e, 16e siècle. Mais la localité dans laquelle cette découverte a été faite date de 150 000 à 200 000 ans. Ça, c'est important à préciser. Donc, tous ces éléments visent à démontrer l'existence de sociétés africaines techniquement et culturellement avancées bien avant l'Égypte antique. Mais aussi remettre en question les datations officielles des origines de la civilisation égyptienne et de l'humanité. Nous allons maintenant voir ce que les auteurs gréco-latins ont avancé sur ce sujet. Donc, dans son bibliothèque historique de Diodore de Sicile, donc il explique d'abord que l'Éthiopie aurait colonisé l'Égypte, colonisé au sens athénien du terme. Bref, cependant, une fraction du peuple émigre vers de nouvelles terres après cette colonisation, entre guillemets, c'est-à-dire vers le nord en Égypte. Je vais revenir sur la signification du terme Éthiopie à cette époque. Mais il dit à la page 181 ceci. Il dit que les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduit en Égypte par Osiris. Et il ajoute que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais qu'ensuite le Nil, charriant dans ses cris le limon emporté de l'Éthiopie, a peu à peu formé des atterrissements. Donc, qu'est-ce qui démontre que ces Égyptiens viennent de l'Éthiopie? Il ajoute dans la même page, ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne. En tant que les colonies conservent les traditions de la métropole, que le respect pour les rois considérés comme des dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions égyptiennes. Enfin, que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens. Ça c'est clair. Continuons. Les Égyptiens ont en effet deux sortes de culture particulièrement, l'une appelée vulgaire, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelée sacrée, connue des prêtres seuls, et qui leur est enseignée de père en fils parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. Donc, apparemment, il faut dire simplement que il appliquait les mêmes pratiques, les mêmes coutumes, les mêmes modes de vie. Et tout cela vient d'Égypte, qui sont les premiers peuples qui pratiquaient ces coutumes-là et ces
mode de vie-là. Donc, les Égyptiens tiennent d'eux, c'est-à-dire les Éthiopiens, comme leur auteur et de leurs ancêtres, la plus grande partie de leurs lois. Tout cela vient d'Éthiopie. Donc, ils viennent de là-bas. Cheikh Anta Diop a introduit dans un de ses ouvrages les plus célèbres, Nation nègre et culture, plusieurs témoignages sur l'origine et la race des anciens Égyptiens, dont celui-ci à la page 47. Donc, c'est Cherubini qui parle. C'est un compagnon de Champollion Bonaparte. Et il dit ici, la race humaine devait être considérée comme spontanée ayant pris naissance dans les régions supérieures de l'Éthiopie, où les deux principes de la vie, la chaleur et l'humidité, se trouvent combinés au plus haut degré. C'est aussi dans cette région que les premières lueurs de l'histoire nous montrent l'origine des sociétés et le foyer primitif de la civilisation. Donc, vous voyez bien ce qu'il dit là. Donc, il continue à la page 42. Donc, on peut lire en haut. Enfin, après les constatations, donc vous retenez que c'est Champollion le jeune qui parle ici. Donc, Champollion le jeune donnera positivement son opinion sur la race égyptienne dans les termes suivants. C'est Cheikh Anta Diop qui introduit ces extraits dans son ouvrage. Il dit les premières tribus qui peuplèrent l'Égypte, c'est-à-dire la vallée du Nil, entre le caractère de Sienne et la mer, vers de l'Abyssinie, ou dit Sénar. L'Abyssinie, tout le monde sait que c'est l'Éthiopie actuelle. Et comme nous avons vu tout à l'heure, l'Éthiopie aussi. Autrement dit, la Nubie. Les anciens Égyptiens appartenaient à une race d'hommes tout à fait semblable aux Kénous ou aux Barabara, habitants actuels de la Nubie. On retrouve, ajoute-t-il, dans les Coptes de l'Égypte, aucun des traits caractéristiques de l'ancienne population égyptienne. Les Coptes sont le résultat du mélange confus de toutes les nations qui successivement ont dominé sur l'Égypte. On a tort de vouloir retrouver chez eux les traits principaux de la vieille race. Donc là, on peut en discuter, mais avançons quand même. Il ajoute ici, en effet, les caractères nègres de la race éthiopienne, c'est-à-dire des Abyssins, ont été suffisamment affirmés par Hérodote et par tous les anciens pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir. Les Nubiens sont les ancêtres de la plupart des nègres d'Afrique, à tel point que les mots nubiens et nègres sont synonymes. Éthiopiens et Coptes sont deux souches nègres métissées ultérieurement avec des éléments blancs différents sous des climats différents. Les nègres du delta se sont mêlés progressivement avec tous les blancs méditerranéens et qui se sont infiltrés en Égypte à toutes les époques, ce qui a donné le rameau copte composé d'éléments suivants: trapus vivant dans une région plus ou moins marécageuse. Sur le substratum nègre de l'Éthiopie est venu se greffer au élément blanc par l'infiltration venue d'Asie occidentale et dont il sera question plus loin, ce qui, dans une religion de plateau, a donné une race plus athlétique. Donc, si c'était aujourd'hui, Champollion Bonaparte allait dire l'Égypte a été subi un grand remplacement. Donc, tous les témoignages des anciens et des nouveaux écrivains confirment que les Éthiopiens ou bien les Égyptiens étaient avant tout des Éthiopiens. Maintenant, quel était le sens du mot Éthiopie?
Parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on entend toujours du mot Éthiopie qui revient. Alors, c'était quoi l'Éthiopie durant l'époque antique? Dans l'Antiquité gréco-romaine, le terme Éthiopie englobait deux notions. Il désignait à la fois les habitants originaires de l'Afrique noire, je dis tout le continent, et ceux qui avaient une peau foncée, mais quelle était aussi la signification réelle de ce mot? Donc, souvent on entend la définition visage brûlé, une interprétation relativement récente apparue seulement il y a quelques siècles, mais auparavant, l'Éthiopie, ou bien le mot Éthiopie ne signifiait pas visage brûlé. Si nous visitons les anciens écrits, nous verrons que cela n'était pas le cas. Par exemple, ici, prenons le cas de l'histoire naturelle, Pline l'Ancien. Donc, Pline l'Ancien, dans son ouvrage Histoire naturelle, rapporte deux phrases qui méritent une analyse profonde. Parce qu'il dit d'abord que les Éthiopiens se partageaient entre 45 rois. Ensuite, le pays était d'abord appelé Aïteri, puis Atlantis, etc. etc. Voir à la page 270. C'est ici. On dit aujourd'hui encore les Éthiopiens sont partagés entre 45 rois. Le pays entier a été appelé Aïteri, puis Atlantis, puis Éthiopie, d'Éthiops, fils de Vulcain. Donc, l'Éthiopie, le terme Éthiopie vient du terme Aïtiops, qui signifie fils de Vulcain. Nous allons expliquer pourquoi. C'est quoi fils de Vulcain, etc. Et puis Atlantis, qui était apparemment, comme le disent beaucoup d'historiens, la première civilisation humaine, qui était pour beaucoup se trouvait ici en Afrique, notamment au bord de la Mauritanie. Donc, la première phrase veut dire que tout le continent noir s'appelait Éthiopie durant l'Antiquité. Autrement dit, l'Afrique était structurée en 45 royaumes durant l'époque qu'il écrivait cela. Parce que tout le territoire, aussi petit que l'Éthiopie, ne pourrait pas contenir 45 rois. Mais quand ils partent, quand ils disent que l'Éthiopie, 45 rois, retenez qu'il veut dire ici l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui s'appelait l'Éthiopie. Alors, est-ce que 45 royaumes peuvent se former? Je ne parle pas de l'Éthiopie actuelle, mais dans la corne de l'Afrique. Est-ce que cette corne de l'Afrique peut contenir aujourd'hui 45 royaumes? Est-ce possible? Donc, il ne parle pas de cette Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui, mais il parle de l'Afrique. Aujourd'hui, tout le continent constitue 54 États ou 54 micro-États même. Alors, est-ce que l'Afrique de l'Ouest ou tout le Nord peut contenir 45 États ou royaumes? Je ne pense pas que ça sera possible. Donc, si Pline l'Ancien parle de 45 rois en Éthiopie, retenez qu'il parle de toute l'Afrique. Cela veut dire que tout le continent noir s'appelait Éthiopie, selon les auteurs. Donc, par Éthiopie, les Grecs anciens désignaient la terre des Noirs, c'est-à-dire l'Afrique. Les Grecs, en disant que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes, disaient donc que le continent noir est le berceau de l'humanité. Ça, c'est très, très, très important à retenir. Ensuite, il donne la signification du terme Éthiopie, comme ici, du terme Aïtiops, qui signifie fils du Vulcain, la divinité associée au feu. Alors, qui nous a expliqué cela? C'est dans la thèse qui a été présentée par Michael Sina-Diatta. Donc, dans cette thèse intitulée L'image de l'homme à la peau foncée dans le monde romain antique. Donc, publié en 2017, Michael Sina-Diatta. Il explique à la page 163-164 ceci. Parce qu'il nous faut des explications venant d'anciens auteurs gréco-romains sur le terme Éthiopie.
dit ici, dans le récit, Pline l'Ancien donne une origine légendaire à l'Éthiopie et établit une filiation entre Vulcain, dieu du feu et des métaux, et un autre personnage nommé Éthiopsou. Cependant, soulignons qu'il s'agit de l'un des rares témoignages de la mythologie romaine, pour ne pas dire le seul, où non seulement on attribué à Vulcain la pérennité d'un dénommé Éthiopsou, mais aussi où on classe cet Éthiopsou dans la lignée des dieux et non parmi les chevaux qui forment le quadrillage du dieu soleil. Il explique un peu plus ça. Il dit cette notion de chaleur se retrouve chez Ovide, le cheval Aïton qui est ardent. Chez Huggins, c'est le cheval Aïtchapsou, l'enflammé. Et chez Pline, Aïtchapsou, fils de Vulcain, dieu du feu. Donc vous voyez les trois significations de l'Éthiopie, selon les auteurs grecs. On s'aperçoit que dès les premiers textes de la mythologie latine, l'Éthiopie et les Aïtchapsou ont été associés ou bien au soleil ou bien à la notion de chaleur. Péchenoïde soutient que les Éthiopiens mythiques étaient dans l'esprit des Grecs et des Romains en rapport étroit avec le soleil. Donc, c'est tout le contraire de ce que certains auteurs prétendent appeler visage brûlé. Donc, ici, quand il parle de soleil, c'est la lumière qu'il dégage, ici, enflammée. Donc, vous voyez bien. Il dit à la page suivante, il y a une grande différence entre ce texte de Vite et celui de Pline l'Ancien que nous avons cité plus haut. Cette différence se situe dans l'ascendance divine des Aïtchapsou selon les deux auteurs. D'après Ovide, les Aïtchapsou se rattachent à la lignée de Phaéton, fils de Phébus, dieu soleil, tandis que pour Pline, ils sont les descendants d'Aïtchapsou, fils de Vulcain, dieu du feu. Or, ces deux divinités, c'est-à-dire Phébus et Vulcain, sont distinctes et n'ont rien en commun, si ce n'est le fait qu'ils sont tous les deux caractérisés par la chaleur qu'ils dégagent, cette chaleur qui brûlerait la peau des Aïtchapsou selon certains auteurs. En définitive, Aïtchapsou n'a pas un sens mythologique unanimement partagé par les auteurs latins. Le sens qu'il donne dépend généralement de la divinité à laquelle il le rattache. C'est pourquoi tous ceux qui ont trouvé à l'Aïtchapsou une origine divine se rejoignent sur un point essentiel et très important. Ils l'ont associé à des divinités porteuses de feu telles que Phébus et Vulcain. Donc vous voyez très bien ce que Michael Sinadiata a dit concernant les témoignages du mot Aïtchapsou, du terme Aïtchapsou par ces auteurs latins ou bien grecs. Les explications sur l'origine du mot Aïtchapsou varient, mais convergent toutes vers l'idée que ce terme est lié au feu ou au soleil, souvent associé à des divinités. Pour résumer, Aïtchapsou est dépeint comme le fils de la divinité solaire, selon Huguenis et Ovide, ou comme le fils du dieu du feu, d'après Pline l'Ancien. Le terme Éthiopie est ainsi associé à des divinités, soit celle du feu et ou du soleil, autrement dit, des divinités qui dégagent de la lumière ou de l'énergie. S'arrêtons un peu là-bas. L'étymologie du mot Afrique ne vient pas, pour moi, de Ifriqiya comme certains l'attestent, ou Africanus, ou etc., mais elle vient de deux mots, affaire, ou afar, ou afri, et car. Donc, le terme affaire signifie brûler ou enflammer en Égypte antique, et le cas en égyptien ancien représente la force vitale, l'âme ou l'énergie spirituelle d'un être. Tout veut dire
Donc la terre des énergies ou bien la terre des noirs, qui veut dire Kabit, Kemet, Copte, tout ce que vous voulez. Donc je vais démontrer cela ici, maintenant. Comme par exemple, nous voyons ici dans cet article le nom que les Égyptiens anciens se donnaient. Donner à leur pays et à notre continent ne laisse aucun doute sur le fait qu'il était noir. Ils utilisaient la racine Kam, Kem, etc., qui veut dire carboné, donc noir, ce qui est commun à Kemi, Kembo, comme Kala, qui signifie charbon brûlé noir dans plusieurs langues africaines. C'est ce même Kam qui est à l'origine du mot biblique Cham, qui désigne le noir. Les Égyptiens se désignaient comme Kemichu, c'est-à-dire les charbonnés ou noirs. L'Égypte et l'Afrique étaient désignés Kam, qui est lui, Kemet, Kama, Kamit, signifie, etc., etc. Donc, vous voyez le sigle, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et pour voir cela, nous allons essayer de découvrir le dictionnaire de Wallis Budge. Je suis toujours sur la signification du mot Afrique, d'où vient Afrique. Et pour moi, ce mot a été détaché par affaire qui signifie enflammé, brûlé, et du mot Ka. Et cela va nous renvoyer encore sur le terme Éthiopie qui signifie enflammé, ce qui vient du soleil, fils de Vulcain, fils de Phébus, etc., qui signifie, qui dégage la lumière, le feu, le soleil, etc. Donc vous allez comprendre les similitudes et aussi la même signification. Ici, le dictionnaire égyptien en hiéroglyphe qui a été publié en 1920. Donc il dit, nous allons voir le mot affaire à la page 5. Donc c'est à la page 6. Vous voyez ici affaire, ici to burn, qui signifie brûler, to hot, vous voyez bien. Donc il dégage de la lumière, il dégage aussi l'ensoleillement, etc. Donc ici Afri, tout cela, Berban, etc., etc. Donc vous voyez bien les signes. Donc, j'ai trouvé ce dictionnaire à travers un article de Aboubakri Moussalam. Donc, affaire signifie bien brûler ou bien quelque chose qui dégage du soleil. Vous voyez dans cet article, il dit Ka, religion égyptienne. Égypte antique civilisation, la religion. Un Ka qui constitue le principe le plus difficile à définir. On l'a décrit comme l'énergie vitale. Donc vous voyez bien l'énergie vitale, ou la force qui entretient la vie. L'expression passée à son cas. Alors, qu'est-ce que nous avions vu tout à l'heure sur l'expression éthiopienne ou bien affaire? Affaire qui signifie brûler. Donc, il dit l'énergie. D'accord? Qu'est-ce que nous avions vu ici aussi? Du terme Aïchapsu, qui signifie brûler, le feu ou bien le soleil, avec Michael Sinadjata. Donc, tout cela, vous pensez que ça vous paraît du hasard? Pour moi, non. De toutes les façons, je suis le premier à découvrir ou bien à faire cette interprétation. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. J'ai juste fait un parallélisme. J'ai analysé les notions et j'ai donné cette conclusion. Pour moi, affaire qui signifie brûler ou enflammer en Égypte antique, et le cas aussi qui signifie l'énergie vitale. Donc, pour toute cette... Donc, le cas qui signifie en Égypte l'énergie vitale ou la force qui entretient la vie, et donc l'âme ou l'énergie spirituelle d'un être. Et donc, si tu prends
le terme ici, comme on l'a dit ici le terme affaire qui signifie brûler ou enflammer, et quand on l'associe avec le K qui signifie ici force vitale, donc qu'est-ce que ça peut nous donner? Donc, tout simplement, la terre des énergies ou bien la terre des noirs, qui veut dire Kemet, comme vous voulez, comme nous l'avons vu ici. Donc, ça, c'est cette démonstration qui me paraît beaucoup plus logique. Donc, moi, je ne prends pas en compte, ou bien je ne considère pas que l'Afrique vient du mot Ifriqiya, qui signifie en arabe séparation. Je ne pense pas aussi que ça vient d'Africanus. Je pense que ça vient du affaire ou affaire qui signifie enflammer, ensoleiller, brûler, et de l'autre qui signifie Ka, qui veut dire l'âme ou bien l'énergie spirituelle. Donc la terre des énergies ou bien la terre des noirs. Donc quand on prend affaire qui signifie brûler, c'est la terre des noirs, des énergies. Quand on prend Ka qui signifie l'âme en égyptien ou bien l'énergie spirituelle, donc ça veut dire tout simplement la terre des noirs ou bien la terre des énergies. Donc voici ce que je comprends sur le terme Afrique. Et donc tout cela vient, disons, de l'Égypte. Donc quand vous allez vérifier ou bien baigner dans le cœur de la civilisation égyptienne et dans sa spiritualité, vous allez comprendre que les énergies, l'énergie et le noir sont indissociables. Donc tout a commencé avec le noir. Voilà. Donc je n'ai jamais vu cette démonstration nulle part. Si avant moi une personne l'avait démontré comme je l'ai fait ou bien il l'a interprété mieux, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je serais très curieux de le savoir. L'autre information capitale qui confirme tout ce que nous avons dit depuis le début, c'est de savoir les véritables fondateurs de la civilisation égyptienne. Donc posons-nous la question, comment les historiens appellent-ils ce peuple éthiopien qui a conquis la vallée du Nil? Donc dans la vidéo prochaine, nous allons expliquer comment appelle-t-on ce peuple, qui était ce peuple, qui l'a dirigé vers l'Égypte, comment ils ont fait pour venir en Égypte et d'où ils viennent pour atterrir en Égypte. Donc je vous dis à la prochaine fois. Après plus de 5 siècles, pour la première fois, je suis allée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, à la recherche de mes repères ancestraux, pour me retrouver et faire face à la vie. Je devais trouver réponse à mes questions. Qui sont nos ancêtres? Que nous ont-ils laissé en héritage? Ce qu'on vit actuellement, c'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Ces réponses vont évidemment jeter un éclairage sur mes racines. C'est pas en Égypte antique seulement qu'on retrouve les pyramides. On a également des pyramides en Nubie antique. Les Européens ont dû apprendre les mathématiques, en fréquentant évidemment ces Noirs. Or, la civilisation égyptienne est l'apanage des négro-africains, Cheikh Anta Diop l'a montré. L'antériorité des civilisations noires, eh bien, pas l'antériorité de l'homme noir. Parce que Napoléon, quand il faisait en 1804 le Code civil, il était allé en Égypte. Il faut que les Africains comprennent leur passé avant la grande césure de cette traite négrière. Les Grecs n'étaient pas gênés de dire que les premiers hommes sont africains. J'ai découvert que tout un pan de l'histoire des Noirs a été caché de manière volontaire. À partir d'un certain moment, l'Occident a pensé qu'elle était le centre du monde et qu'elle avait pour vocation de civiliser le monde et qu'on ne connaissait rien nulle part. Que la civilisation africaine
Elle est née au Sahara et ça s'est achevé au niveau de la vallée du Nil. Qu'il y a eu des études qui ont été menées pour savoir est-ce que le noir appartient vraiment à la race humaine. Car finalement, aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Voilà la chasse qui avait été organisée à cette époque. Et malheureusement, ce sont des chasseurs qui ont écrit cette histoire. Je veux que mes enfants apprennent tôt ce que moi j'ai appris tard, que l'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes.